Mais je pense que maintenant tu vas nous parler de l'ego, mais j'ai envie de te dire que personnellement, effectivement, où sont nos limites et comment pouvons-nous savoir si nous sommes dans le... Enfin, c'est vraiment très flou, comme tu disais tout à l'heure. C'est une question difficile. Vous y répondre est extrêmement complexe. Je vais tâcher donc de vous expliquer comment se bâtit notre ego. Si on ne sait pas ça, on ne peut pas comprendre le reste de cet ego. L'ego est notre fonctionnement habituel dans lequel nous construisons, je vais surprendre, notre propre souffrance. L'ego, initialement, donc, c'est le moi-je. C'est un sentiment d'exister comme un individu indépendant, autonome, tout ça c'est la même chose, avec donc les relations qui vont dériver de cette impression-là. Donc c'est bien comment moi je me sens, comment moi je me situe, qui va faire que ma relation à l'autre va découler de cette impression initiale. L'ego est un gros gourmand. Il a une appétence fondamentale, celle d'un désir donc d'existence et de plaisir. Ce désir donc va se traduire par des pulsions de possession, de rejet, d'indifférence. On est dans des extrêmes, il y a toujours beaucoup de paliers avant d'atteindre ça, mais c'est quand même très très humain. Ça me rassure, je me demandais si j'étais confrontée à ce cas-là. Ah, mais quand on découvre tout ça, ça mène à se poser beaucoup de questions personnelles. C'est aussi le but d'ailleurs. Parce que pour pouvoir changer, s'améliorer, il faut déjà se poser les bonnes questions initialement. Et c'est vrai qu'on est tous concernés, vraiment. Donc ce fonctionnement va se manifester par des attitudes passionnelles, d'attraction, de répulsion, d'indifférence, et développer donc face aux personnes, aux choses, aux situations, quand l'ego y est confronté. Ça ne va pas être réfléchi, ça sera vraiment une réaction en toute spontanéité. Hein. C'est là que des gens qui, on emploie le terme secondaire, réfléchissent après coup, vont dire ah mais j'ai réagi comme ça, j'aurais peut-être pas dû, ou j'aurais peut-être dû au contraire faire de tel un, ça aurait peut-être été mieux. Ben bon, peu importe la raison. Hein. Voilà, c'est cet ego qui va prendre donc les commandes là encore. Donc on construit cet ego, à vrai dire, pour se protéger, pour se sentir bien, se sentir à notre place. Mais lorsqu'on ne veille pas à ce dérapage possible, eh bien, ce qui est vraiment dommage, ça va aboutir au contraire à une lutte qui va créer des désagréments, des conditionnements et encore une fois, des souffrances. Alors, là encore, il faut intégrer chaque étape pour bien comprendre les choses. C'est pour ça que j'insiste. Fondamentalement, l'ego n'est rien qu'une impression. Ce sentiment que l'on a d'être et d'avoir, c'est une impression. On peut même dire que l'ego ne repose sur rien. C'est simplement une illusion. En effet, l'ego n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de concret. C'est quelque chose que j'ai développé comme une croyance, à vrai dire. Ces choses sont assez proches l'une de l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui aurait donc une existence indépendante et autonome. C'est un processus donc dynamique, donc en action, sans cesse, qui produit ce sentiment d'individualité. C'est pourquoi on dit que l'ego est vide d'existence propre. Chacun de ces instants que nous vivons subsiste très brièvement, puis disparaît. Et il va apparaître donc un autre instant de conscience. Là, nous agissons, nous parlons en conscience. Voilà. À la fin de chacun de ces instants, voilà, il y a une sorte de dissolution, on peut dire de mort de l'ego, de ses constituants également. Et au début de chacun d'eux, il y a donc ce qu'on appelle une agrégation, c'est-à-dire une naissance de ceci. Il y a donc en permanence agrégation et désagrégation de son ego. C'est-à-dire, il va donc y avoir constamment structuration, déstructuration et restructuration. Le phénomène se reproduit sans cesse. C'est comme une roue qui tourne. C'est ainsi donc que fonctionne notre ego.
c'est ce processus de naissance et de mort qui va constituer chaque instant de notre vie. Aïe, aïe, aïe. Ah, Tu es libre la semaine prochaine? Encore un peu de place. Ce qui est à retenir, c'est qu'à mesure que se met en place un développement sain, j'insiste sur ce mot propre, sain, comme l'autonomie, la liberté, la tolérance, donc ceci vis-à-vis de la différence, de l'ambiguïté par exemple, ainsi que la flexibilité, la conscience de soi, la capacité d'interagir avec l'environnement, quel qu'il soit, eh bien, tous ces atouts vont augmenter. Et par ailleurs, eh bien, notre système de défense, lui, va diminuer. Donc, je vous invite vraiment à vous poser la question, et si c'était le contraire de chacun de ces mots-là, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça fait? Avertir. Donc, je vais te taquiner, Julie. Quel est le contraire de l'autonomie? Asservissement, soumission, dépendance. Le contraire de liberté? Domination, esclavage, emprisonnement, servitude. Bien sûr. D'après toi, quelle serait la définition du verbe interagir? Comme tu l'as dit tout à l'heure, relation sociale. Voilà, la relation effectivement aux autres. Aux autres. Voilà, oui. Et ça signifie donc communiquer et réagir avec les personnes avec qui nous sommes en contact. Or, si nous sommes dans l'incapacité d'interagir, ceci va développer un trouble d'anxiété sociale. Ce trouble d'anxiété sociale se caractérise par une peur intense et persistante d'être observé et jugé par les autres. Imaginez donc ce niveau d'angoisse qui ne fera qu'amplifier au fur et à mesure du temps. On peut dire qu'il va même, pour certaines personnes, devenir handicapant. Et les conséquences? Elles sont nombreuses et avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de paliers. Donc, si je prends les deux extrêmes, ce sera se soumettre à sa propre peur ou, le contraire, me dépasser, vouloir dépasser mes peurs, mais en contrôlant tout, en imposant tout. C'est là le problème. Ce n'est pas se dépasser, c'est dépasser la chose de façon négative, à vrai dire. Donc, tu parlais de tyran tout à l'heure. Eh bien oui, voilà, on deviendra à ce moment-là un être tyrannique. Du coup, tu parlais là justement de reprise de soi-même, en fait. Oui. Donc, du coup, là, on repart sur du pouvoir individuel, alors. Oui, tout à fait. Et là encore, c'est pas la première fois que je le dis, mais je le pense très sincèrement. Il faut que chacun en ait conscience et se donne le moyen d'y aller. L'être humain est doté d'une richesse intérieure infinie. Personnellement, je crois en une légende hindoue, pour moi c'est pas une légende, c'est une réalité, où Brahma a réuni son conseil pour chercher une idée, un moyen, pour cacher donc la divinité de l'homme qui se trouve en lui. Car Brahma s'est rendu compte que l'homme avait un petit peu dérapé et commençait à détruire sa propre spiritualité, sa propre divinité. Car il était dit qu'un jour, il y a une époque, il y a très longtemps, chaque homme était un être divin. Oui. Voilà. J'insiste donc, alors bien sûr, ils ont trouvé la réponse. L'humain a tout en lui. Voilà. Et à lui d'apprendre à aller en lui-même. L'introspection. Voilà. Pour trouver... Qui est capable et en mesure de pouvoir le faire. On est tous capables, on est tous en mesure. Il suffit de le vouloir et de s'en donner les moyens. Je fais partie de personnes, comme il y en a beaucoup d'autres, où au point de départ, je me suis dit, je vais faire ma propre analyse. Je ne m'étais pas trompée réellement. Et par contre, je me dis, voilà, j'ai tout compris, j'ai fait le lien, mais rien ne change, quoi. Et là, on a vraiment besoin d'être aidé pour aller dans ce changement. Oui. Oui, il faut être accompagné, mais du coup, en quoi consiste ce pouvoir personnel? Pouvoir agir et aimer, je trouve que c'est un pouvoir extraordinaire et c'est un cadeau magnifique qu'on nous a donné. Voilà, on l'a tous, à condition
de ne pas se laisser empoisonner par notre orgueil et de ne pas penser qu'à nos intérêts personnels. Voilà. C'est quand même extraordinaire de penser qu'on peut tout faire. Il y a quelques interdits, quelles que soient les cultures, et ce sont les mêmes, hein, de tuer, de voler, et ainsi de suite. Voilà. Mais sinon, je peux tout. Je peux vivre, je peux aimer, je peux penser, je peux connaître, je peux apprendre, je peux faire, je peux réaliser, je peux découvrir. Je peux entrer en relation avec autrui. Il y a en moi cette capacité donc d'être moi-même, de vivre l'être que je suis, que j'étais à la naissance. On revient à l'enfant intérieur. Il ne quitte pas. Cet enfant que nous avons été reste en nous jusqu'à notre dernier souffle, quel que soit l'âge où on dit au revoir. Il est important aussi de bien intégrer que nous sommes des êtres libres et responsables. Oui. J'insiste vraiment sur le sentiment de liberté, cette liberté qui est en nous, et ce sens de la responsabilité, être responsable de ses actes pour soi et pour les autres. Je peux donner, je peux me donner des choses agréables. C'est important, bien entendu. Et c'est une nourriture que notre psychisme a besoin. Je parlais tout à l'heure du plaisir. Le plaisir n'est pas négatif, le plaisir est absolument nécessaire. Il nous enrichit avec ses limites, bien entendu. Je citais cela pour dire que j'ai toujours le choix. Je ne suis pas obligée de le faire. Je peux le faire. Donc, en même temps, je peux discerner ce qui est pour mon bien et pour le bien des autres. Bien sûr. J'insiste aussi sur le fait que donc du pouvoir de, vous mettez le verbe que vous voulez derrière, au pouvoir sur, donc autrui, au pouvoir sur l'autre, il n'y a qu'un pas. Voilà. Et là, c'est vraiment vivre aussi avec conscience, avec vigilance. Il ne faut pas y vite fait. Voilà. Pouvoir, c'est en quelque sorte participer à la grandeur de cette unité dont nous faisons partie. J'aime bien ce terme d'unité. Voilà. C'est le tout. Et comme je l'ai déjà dit, le problème, c'est lorsqu'on passe donc du verbe pouvoir à la réalité que représente le pouvoir. Ce risque donc, qui est aussi un véritable piège, c'est de rechercher le pouvoir. Et là, on est dans le nom, on n'est plus dans le verbe. Voilà que, sans même m'en rendre compte, donc je peux passer de l'un à l'autre. Et au lieu de transmettre cette force d'aimer, cette force de m'être dépassée, cette force intérieure qui m'anime, eh bien, je vais commencer à m'arrêter sur cette satisfaction. Je t'ai dit précédemment, on y revient, cette satisfaction ressentie, et donc d'imposer ma supériorité. Au départ, donc, ce sera apparemment pour leur bien. J'ai le pouvoir de les obliger à faire ce qui est le mieux pour eux. Ça part d'une bonne intention, ça peut partir d'une bonne intention. Et puis je vais finir, en tout cas c'est le risque, c'est pas vrai pour tout le monde, heureusement, mais voilà, je risque de finir donc par être préoccupée par cette obligation de leur imposer de faire ce qui est bien pour moi. Et là, on revient de nouveau au tyran. Vous connaissez donc peut-être ce piège de l'âne qui portait Jésus. C'est une histoire inventée, bien entendu, inspirée d'un fait réel. Jésus est vraiment monté sur un âne. Mais après, là, c'est pour créer une histoire, un écueil, comme on dit. Voilà. Dans cette métaphore, donc, l'âne croyait que quand arrive Jésus, l'âne qui porte Jésus, donc ils arrivent tous deux, on ne va pas oublier l'âne, à Jérusalem, les gens applaudissent. Oui. Voilà, Jésus est acclamé et notre âne prend cette acclamation pour lui. Voilà. Bien sûr, tout cela est une caricature, mais nous pouvons être cet âne, voilà, et prendre à nous ce qui n'est pas à nous. Les symptômes qui vont nous indiquer donc ce dérapage, c'est qu'on va par exemple dire je suis la personne la mieux indiquée, la mieux adaptée à traiter ce problème, à résoudre, apporter une solution, à résoudre ce problème, ce conflit. Ou bien, je suis un être indispensable, irremplaçable. Et on a toujours dans ce cas-là de bonnes raisons pour montrer cette évidence. Et voilà donc que ce poste de responsabilité, si on prend cet exemple-là qu'on m'aura confié, va devenir peu à peu une source de gloire, d'honneur,
comme c'était investi donc notre âne. Ce sera donc le début d'un certain plaisir donc à se sentir important et qui va se transformer là encore en une véritable drogue. Et ce terme revient à nouveau. Le pouvoir sur autrui incite à la position gagnant-perdant et de ce fait à la perte de la liberté de l'autre. L'autorité naturelle va se transformer en autoritarisme, en domination, jusqu'au risque donc possible de devenir un despote. On est dans les extrêmes, mais malheureusement, l'histoire le montre, ça existe. Ceci, bien sûr, peut se voir dans toute situation. Là, je faisais une référence au niveau d'un État. Ça peut être au travail, ça peut être dans sa propre maison, avec ses amis ou autres. Voilà, ça se joue partout. Si je reviens à une position hiérarchique, eh bien, quand cette position hiérarchique et ce statut social sont soi-disant supérieurs, eh bien, ces jeux négatifs vont prendre un malin plaisir à s'y installer et tout le monde en connaît les conséquences. Ça va, les gens donc qui vont être en termes symboliques les victimes, les perdants, mais les termes que l'on veut, vont être frustrés de ne pas être reconnus, ils vont se sentir dévalorisés. Conséquence, ils vont perdre confiance en eux. Ils vont aussi pouvoir perdre leur motivation. Malheureusement, c'est des choses dont on peut en faire que malheureusement le constat dans de nombreuses entreprises aujourd'hui, petites ou grandes. Il peut y avoir bien sûr d'autres émotions et sentiments dits négatifs, car ils font mal et ils sont inutiles en quelque sorte. Donc, contrairement à ce que croit la personne qui se laisse berner par cette illusion de supériorité, eh bien, elle ne fait qu'entretenir ses propres souffrances. Elle va s'enfermer dans ses souffrances et accroître ses peurs. Je rajoute également, pour bien comprendre les choses, qu'un sentiment de supériorité n'est qu'autre qu'un sentiment d'infériorité qui a été surcompensé. Mais à vrai dire, le sentiment, c'est ce regard sur soi, ce sentiment d'infériorité n'a pas été traité, il existe toujours. Wow. Ça, il faut bien l'intégrer, ne pas l'oublier surtout. Voilà. Ça vous permettra aussi de relativiser de nombreuses situations difficiles et de ne pas perdre votre confiance et votre regard positif sur vous-même. Tu peux peut-être nous citer des différentes peurs qui te viennent comme ça à l'esprit? Je dirais peur de perdre ses biens, oui. Difficulté à faire confiance aux autres. Oh, tout à fait, oui. Reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Exactement, voilà. Et on peut en rajouter beaucoup d'autres, mais voilà, c'est de très très bons exemples, voilà. Donc effectivement, ce faux gagnant, on va dire, parce que c'est un gagnant-perdant n'est pas un vrai gagnant. Un vrai gagnant, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Ce faux gagnant va chercher donc à maintenir son emprise sur l'autre. Il va être prisonnier lui-même de sa jalousie, de son avidité, de son besoin de possession. Donc, il est loin d'être dans une liberté d'être. Pardon, oui. Mais il est conscient ou pas conscient? Il est avide. Il n'en a jamais assez. Pour lui, c'est devenu normal. C'est sa façon d'être. C'est son pilier. Oui, c'est ce qu'il connaît, les mécanismes qu'il a ancrés et qui répercutent. Maintenant, j'ai un grand doute qui pense que c'est vraiment normal. Ça l'arrange. Voilà. Il en tire, ce qu'il croit en tout cas, profit. Donc, il a intérêt à être ainsi. J'ai différents exemples, aussi bien de gens que j'ai connus dans ma vie sociale que professionnellement. Il y a quand même quelquefois des questions, un questionnement sur ce fonctionnement qui va émerger, mais qui très vite est mis de côté et ils vont bien tâcher de l'oublier. Mais oui, je suis convaincue qu'il y a quand même cette lucidité. Ils sont dans un déni de lucidité, mais cette lucidité quand même est bien là. Mais donc, puisqu'il y a ce déni, il va y avoir un fonctionnement qui va les amener à sans arrêt préserver leurs dits droits, leurs soi-disant droits. Ils ne savent pas ce que c'est que perdre. Pour eux, ça serait un déshonneur, mais c'est plus que ça. Ça peut être une mort pour eux. Donc, ils sont toujours dans ce combat
de manipuler, de dominer. Et pour cela, le mensonge, la menace, le chantage leur sera utile. Ils ne vont pas hésiter à les utiliser. On va arriver même à du harcèlement moral, à de la fourberie, tout en se donnant bonne conscience. Mais ça, c'est ce qu'ils vont dire avec les intérêts qu'ils vont tirer. Pour revenir à ta question, en sont-ils vraiment convaincus? Point d'interrogation. En tout cas, pas constamment. Donc, quand on a développé un tel fonctionnement, bien sûr, là, on arrive dans la perversité. En tout cas, cette perversité ne demande qu'à s'installer, qu'à prendre place. Et franchement, quand je pense au fonctionnement de ces gens-là, personnellement, je ne pense pas qu'ils soient